effectivement le concept de droit à l'erreur qui fait son retour sur le plan de l'investissement face à un niveau d'incertitude maximum peut-être pour les prochains mois. Il y a face à cela le retour des rendements et des valorisations d'un pan du marché action qui reste parfaitement acceptable pour les investisseurs qui doivent se saisir de ce droit à l'erreur. C'est ce que nous expliquait hier Adil Amor, le directeur général de Shelter Prince Gestion, qui était avec nous en plateau. Alors effectivement, aujourd'hui, vous l'avez dit, on est dans un contexte empreint d'incertitude géopolitique, monétaire, économique, croissance, inflation. Bref, on connaît tout cela et on en parle à longueur de journée. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on considère chez Shelter Prince Gestion qu'il est quand même assez délicat, à horizon 3 mois, 6 mois, d'avoir des prévisions sur les marchés avec un niveau de confort suffisant. C'est-à-dire avec une probabilité supérieure à 50% en termes de target, etc., sur les différents actifs. Donc, le positionnement que l'on prend et le prisme que l'on prend, c'est de dire, il faut qu'on s'autorise quand même un droit à l'erreur. Donc, se tromper. Ça veut dire quoi concrètement? C'est simplement, imaginons que finalement notre scénario ne se réalise pas. Par exemple, la Fed, on passe à 50 BP ou 75 au lieu de 25. Bon, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais on ne sait jamais. Et on a vu beaucoup quand même de surprises arriver depuis le début de l'année. Eh bien, mon investissement sur les marchés actions ou crédits ou ce qu'on veut, in fine, je voudrais bien qu'il ne touche pas mon capital, c'est-à-dire mon investissement initial. Et donc, ce concept, il faut pouvoir supporter ces surprises, effectivement, et ces événements surprises qui se sont multipliés depuis 3 ans. Exactement. Et la grande nouveauté, et vous l'avez dit Grégoire aussi, c'est qu'on a complètement changé de paradigme. Donc je vais illustrer simplement via le marché du crédit. On est passé d'un monde avec une injection de liquidité massive, des taux négatifs ou au meilleur des cas nuls dans les différentes zones géographiques. Aujourd'hui les taux sont positifs pendant un petit bout de temps. Ça c'est, on va dire, un consensus de marché qui fait foi et au moins ça on peut le dire. Et l'inflation, la cible des 2%, on y restera à minima, voilà, même plus, comme on constate aujourd'hui. Dans ce contexte, les taux ont monté. Alors sur le marché obligataire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 volets. Le premier, c'est que les rendements sont positifs. Voilà, du 4%, 5%, aujourd'hui, ça ne choque strictement personne. Voilà. Ce qui évidemment n'était pas le cas durant les dernières années, notamment dans la période pré-Covid. Quand on a ce rendement obligataire, de façon assez simple, une obligation donnée à horizon 5 ans, donc une maturité de 5 ans, avec un rendement de 5%, mécaniquement, sur un an, on a le droit de se tromper sur l'évolution de la prime de risque de l'émetteur en question jusqu'à 1,25%. C'est-à-dire, si on passe de 5% sur le rendement à 6,25%, eh bien, on ne perd strictement aucun euro. Ça, c'est le fameux pas de perte en capital. Pas de perte en capital. De 5 à 6,25% de rendement. On rappelle, ça veut dire que baisse de la valeur du papier obligataire, ouais. Mais c'est pas une baisse qui entame le capital par rapport au rendement, à la compensation qu'on a en termes de rendement. C'est exactement cela. Et mécaniquement, ce qu'on dit, c'est que évidemment, on doit continuer à faire des anticipations de marché. C'est notre métier. Et c'est ce qui nous anime, naturellement. Maintenant, si on fait une anticipation et qu'in fine, un émetteur donné, sa prime de risque crédit augmente de 50 points de base, on continue à rémunérer l'épargne et finalement, on a réussi à amortir finalement un scénario qui est adverse par rapport au nôtre, tout en maintenant finalement un niveau de valorisation intéressant. Voilà. Droit à l'erreur, vous l'avez parfaitement bien illustré, Adil, ça ne veut pas dire droit de faire n'importe quoi. Il y a des limites au droit à l'erreur. Jusqu'à 1,25% de rendement supplémentaire, je peux conserver mon capital sur une obligation 5% sur 5 ans. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire en matière d'investissement et comment ça va se traduire pour un investisseur dans le marché de crédit aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que toutes les opportunités sont bonnes à saisir? Comment on sélectionne justement en intégrant cette idée d'un droit à l'erreur, d'un matelas de confort qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce marché de crédit? Alors effectivement, ça c'est un point qui est fondamental. Tout n'est pas acheté au niveau du marché d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est évident. Par contre, il faut vraiment avoir cette petite musique en tête sur le marché obligataire. Il y a du rendement et on a le droit de se tromper un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Ça, c'est fondamental. Par contre, il y a, on va dire, sur le volet maintenant un peu plus spécifique, et on l'a dit, la macro, c'est extrêmement intéressant, mais les liquidités ne sont plus aussi abondantes, donc elles drivent moins les évolutions, on va dire, tendancielles au niveau des marchés. L'analyse des émetteurs, la sélection des titres et des structures de financement est fondamentale. Je vais illustrer simplement. On veut financer une entreprise, par exemple, industrielle. Un exemple, par exemple, Peugeot, ça, imaginons. Si on finance Peugeot qui a un bilan avec des liquidités qui sont
on va dire omniprésente, qui arrive finalement à transformer aussi le fameux EBITDA en liquidité palpable, pas juste un artifice comptable. Et en même temps, si par hasard il y a des actifs qui sont tangibles, même si je finance PSA et que finalement je me trompe un petit peu, j'ai quelque chose à récupérer pour recouvrir mon investissement. Et si je vais encore plus loin, dans certains financements, on peut même demander des sûretés, des actifs finalement qui viennent gager le prêt que j'octroie finalement à une entreprise. Exactement que ce qui se passe sur le secteur bancaire. Voilà, on transforme finalement le métier de banquier via les marchés de capitaux, mais la logique est la même. Voilà, ça c'est un élément qui est assez factuel. Donc le rendement, pour résumer, voilà, il est là, il nous protège en cas de soubresaut, on va dire contenu quand même au niveau des marchés. Et sur le risque potentiel de défaillance d'un émetteur, pour faire une bonne sélectivité dans ce que l'on veut acheter ou pas, là, c'est de l'analyse au cas par cas, structure bilancielle, qu'est-ce qu'on a concrètement, est-ce que c'est du tangible ou pas, et bien sûr, si on peut avoir des sûretés pour se sécuriser, là, on a le Graal. Voilà. Quelle est la translation de ce droit à l'erreur? Alors, parfaitement clair sur le plan des marchés de crédit, sur les marchés actions. Ce droit à l'erreur, il existe aussi pour les investisseurs actions. Effectivement, et en tout cas, nous, c'est vraiment notre leitmotiv. On pense qu'on est dans un environnement où, pour nos investisseurs, on doit chercher des supports et des stratégies d'investissement qui embarquent un droit à l'erreur. Donc sur le marché du crédit, on va dire c'est l'illustration qui est naturelle. Sur le marché action, on translate le même raisonnement. Comment? Déjà, le premier point, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il est quand même assez difficile de parler de style à plébisciter l'un versus l'autre. Les fameux styles de croissance, très bien, qui ont été poussés par la baisse des taux, par la liquidité extrêmement accommodante et tout ce que l'on connaît évidemment des cycles d'accommodation monétaire des banques centrales, versus la value, voilà, des valeurs qui sont pas trop chères, en espérant avoir une recovery qui est intéressante. Aujourd'hui, en termes de style, le monde a changé, il faut être assez agnostique. Ça, c'est un point qui est assez important. Maintenant, concrètement, je vais l'illustrer assez simplement. Je vais donner un exemple sur, par exemple, le secteur du luxe. Voilà, secteur du luxe, des entreprises comme LVMH ou comme L'Oréal, certes, les valorisations sont extrêmement élevées, ça c'est ce que l'on entend tous les jours, et c'est vrai, en termes de multiples de ratio cours sur bénéfices, etc. Mais, in fine, ce que l'on constate, on va dire dans l'environnement économique dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance qui est molle, voire négative légèrement en termes réels, même si en termes nominaux ça va augmenter avec l'inflation, il ne faut pas l'oublier. Voilà, ça c'est un point qui est important. Mais bien sûr. De l'inflation. On le voit dans les résultats et les chiffres d'affaires des entreprises, en valeur. Exactement. Et ça c'est un point qui est assez crucial. Donc croissance molle, inflation qui est installée, des entreprises du luxe réussissent à impacter finalement la hausse des coûts sur leur marge, sur les prix finaux. Et dans des périodes de stress de marché, elles baissent mais pas trop. Et depuis le début de l'année, on a des performances qui sont à 2 chiffres avec une volatilité qui est contenue. Le droit à l'erreur, concrètement ici, il signifie quoi? Même si on se trompe, en évitant le scénario Armageddon, ça c'est évident, la baisse sera contenue. Par contre, si on a raison, on continuera à monter et à accompagner finalement une croissance qui est très positive. Il y a un truc asymétrique là, dans ces valeurs-là du luxe aujourd'hui par exemple. Parce qu'on pense qu'on est dans un environnement de croissance plutôt molle, avec de l'inflation, et c'est des entreprises qui ont démontré, via les derniers résultats, les dernières publications, et depuis un certain nombre de trimestres maintenant, qu'elles tiennent et qu'elles délivrent. Ça, c'est fondamental. Autre exemple, le secteur bancaire. On se rappelle évidemment de l'événement Crédit Suisse, voilà, qui a marqué bon nombre d'investisseurs depuis le début de l'année. On a eu des entreprises européennes systémiques sur le secteur bancaire, en France, en Italie, en Espagne, qui ont perdu 20%, 25% de leur valeur. Certes, le secteur bancaire est impacté, la hausse des taux, on parle potentiellement des dépôts qui vont fondre dans un certain nombre de pays. Maintenant, les banques systémiques, quand on a une baisse de 25% et qu'on est confiant dans un scénario, on va dire, de résilience à minima... En écartant les extrêmes, quoi. Exactement. Et qu'on a des niveaux de valorisation qui sont intéressants, le risque de baisse additionnelle, il est contenu. C'est intéressant parce que à travers ce concept et ce prisme du droit à l'erreur, on voit qu'on peut être très à l'aise avec des valeurs chères et des valeurs pas chères du tout, comme le secteur bancaire. C'est pas le PE qui fait la différence de ce point de vue-là. C'est exactement ça. Et il est clair que c'est pour moi un nouveau biais de réflexion, et c'est pas trivial. Quand on est habitué, quand on voit les performances sur les 10 dernières années des GAFAM, des Google, des Amazon, etc. Là aujourd'hui, on est passé, on le dit dans notre jargon, c'est un anglicisme, on est passé vraiment de Wall Street vers Main Street. Voilà, c'est la réalité des chiffres qui parlent. Une valeur de croissance, même dans le luxe, dans la tech ou dans ce qu'on veut, même si elle vaut 30 ou 40 fois ses résultats, sa résilience dans le cycle actuel et sa capacité à baisser
modérément et à augmenter en suivant le marché, c'est ce qui finalement donne un attrait ou pas. Voilà. Ça rouvre pour l'investisseur un champ des possibles qui était considérablement réduit pendant tout le cycle précédent. Adil, est-ce que c'est le retour du bon vieil équilibre 60-40 ou 40-60 ou 70-30 ou 30-70 Chacun a sa manière de dire les choses. Mais voilà, portefeuille équilibré, actions, obligations, l'outil traditionnel, on va dire, de la gestion un peu patrimoniale, pour dire les choses. Ce qui est évident pour moi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le portefeuille équilibré obligations-actions, le portefeuille classique usuel de l'investisseur patrimonial, il retrouve de la valeur. Et ça, c'est depuis que les taux ont monté. Ça, c'est évident. Donc, en termes d'allocation, si on prend un tout petit peu de hauteur, sur le volet, on va dire top-down, c'est-à-dire en allant par le haut vers le bas, avoir un peu d'obligations, 60, 50 ou 70, après tout est une question de cuisine mathématique, si je puis dire, et 30, 40 ou 50% d'actions, ça a du sens aujourd'hui en termes d'allocation. Ça, c'est fondamental parce que on a du rendement qui est embarqué, voilà, structurellement, et ça nous protège. Maintenant, au niveau de chaque poche, la poche obligataire, il faut bien choisir ses émetteurs. Voilà. Est-ce qu'on va sur, par exemple, tout ce qui est consommation discrétionnaire, tout ce qui est lié aux loisirs, au secteur auto? Est-ce qu'on va plutôt financer des bancaires? Là, il faut aller au cas par cas. Et un point qui est extrêmement important, il faut être très attentif sur les murs de refinancement. Ouais. Les murs de refinancement, c'est quoi? Si on finance une entreprise à horizon 2024, très bien, et qu'il y a un mur de dette de 3 milliards en 2024, personnellement, je trouve ça un tout petit peu dommage. Ouais. Rallonger un petit peu, pour éviter ce qu'on appelle, les murs de la dette, on en a aux États-Unis et on en a aussi pour toutes les entreprises. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et sur le volet action, le droit à l'erreur aussi d'un point de vue construction et allocation de portefeuille, c'est un côté agnostique. La cherté, ce n'est pas le leitmotiv unique. Mixer un petit peu les styles et s'autoriser, encore une fois, un scénario qui n'est pas celui qu'on avait anticipé, tout simplement. Adil Amor, directeur général de Schelcher Prince Gestion, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique hier soir de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.